Boulevard des opinions. Les journalistes de Soleil FM analysent l'actualité. Bienvenue. La fumée blanche est enfin sortie de la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, une semaine après la date butoir du dépôt des candidatures. Les partis en règle selon les commissaires de la Sénat sont connus. L'information est tombée. Seuls les deux grands partis soutenant le chef de l'État prendront part aux élections législatives du 28 avril prochain. Après l'examen des dossiers de candidature, la Sénat a déclaré recevables les listes des partis Union progressiste et Bloc républicain. Les dossiers des partis Union sociale libérale et l'UDBN ont été purement et simplement rejetés pour défaut de certificat de mise en conformité. Les listes des trois autres partis, toujours de la mouvance Moël Bénin, le PRD, la FCDB, ont également été rejetées pour des raisons non encore exposées par le numéro 1 de la Sénat, Emmanuel Tiando. L'homme indique d'ailleurs aux responsables des partis politiques et déclaré forclos la voie de recours devant la Cour constitutionnelle. Pour ce soir, avec le débat en plateau, Saturnin Djossou, bonsoir. Bonsoir Joël Tchogbe, bonsoir à toutes nos auditrices et à tous nos auditeurs. Nelly Dodjinou, bonsoir à vous. Joël Tchogbe, bonsoir, auditeurs, auditrices du Soleil FM, bonsoir. Alphonse Moïse Soudé, bonsoir. Bonsoir à vous Joël, bonsoir à tous. Nous allons établir la liaison avec la régie pour suivre un extrait des propos tenus cet après-midi par le président de la Sénat, Emmanuel Tiando, quand il s'agissait de rendre public les listes à jour et les listes frappées donc d'irrégularité. Après la réception des déclarations de candidature le 26 février 2019 des partis politiques désireux de prendre part aux élections législatives du 28 avril 2019, la Sénat, conformément aux dispositions de l'article 46 du Code électoral, a procédé les 3, 4 et 5 mars 2019 à l'examen de conformité et de recevabilité de ces déclarations de candidature. Les 7 partis qui ont déposé des déclarations de candidature ont reçu immédiatement un récépissé provisoire conformément aux dispositions de l'article 46 du Code électoral. Il s'agit de Union progressiste, UP, Parti du renouveau démocratique, PRD, Bloc républicain, BR, Force Cori pour le développement du Bénin, FCDB, Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, Union sociale libérale, USL et enfin Moël Bénin. Toutefois, les récépissés délivrés à l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, et à l'Union sociale libérale, USL, ont été estampillés dossier incomplet en raison de l'absence dans les dossiers du récépissé de déclaration administrative de candidature et du certificat de conformité exigé par la décision EL 19001 du 1er février 2019 de la Cour constitutionnelle. Par conséquent, la Sénat s'est abstenue d'examiner la conformité et la recevabilité de ces deux déclarations de candidature et a décidé de leur notifier un rejet de déclaration de candidature. Les 5 autres déclarations de candidature pour lesquelles les récépissés provisoires ont été estampillés dossier complet ont fait l'objet d'un examen de conformité et de recevabilité. Il s'agit de l'Union progressiste, UP, du Parti du renouveau démocratique, PRD, du Bloc républicain, BR, de Force Cori pour le développement du Bénin, FCDB, et de Moël Bénin. L'examen de conformité et de recevabilité a reposé sur les 3 principes suivants. Le souci de la préservation de la crédibilité de la Sénat, le respect scrupuleux des textes, notamment la charte des partis politiques et le code électoral, et enfin l'obligation d'impartialité et de neutralité inhérente aux fonctions de membres de la Sénat. À l'issue de cette délibération, la Sénat a pris les décisions suivantes. Validation de la déclaration de candidature et délivrance de récépissé définitif pour les partis ci-après. 1. Union progressiste. 2. Bloc républicain. Rejet de déclaration de candidature. Parti du renouveau démocratique PRD. Force Cori pour le développement du Bénin FCDB. Et enfin Moël
Bénin. Ces décisions seront notifiées aux partis politiques concernés qui pourront adresser un recours devant la Cour constitutionnelle. Je voudrais rappeler à l'ensemble du peuple béninois que la Sénat restera toujours attachée à l'esprit de transparence, à l'esprit de crédibilité et à son esprit de faire en sorte que les élections se passent dans notre pays dans la paix et la fraternité. Je vous remercie. Nelly Dodjinou, vous venez donc de suivre un extrait des propos tenus cet après-midi par le président de la Sénat, Emmanuel Tiando. L'homme table surtout sur la crédibilité de la Sénat, le respect des textes, la probité, la neutralité, la transparence surtout. Et c'est tous ces principes qui ont prévalu, ont prédominé sur le résultat rendu public cet après-midi. Deux seulement partis sont éligibles pour compétir. Oui. La décision de la Sénat trouve son fondement dans l'article 47 du Code électoral, si vous permettez. Le rejet d'une candidature ou d'une liste de candidatures doit être motivé. Ce rejet doit être notifié aux intéressés dans un délai de 8 jours, délai que la Sénat a respecté parce que les dépôts c'était pour le 28 jours à compter de la date du dépôt et peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente, qu'est la Cour constitutionnelle. Le délai du recours en cas de rejet d'une candidature ou d'une liste de candidatures est de 48 heures à partir de la réception de la notification. La juridiction compétente statue sur les recours dans un délai de 5 jours. Voilà le fondement légal de la conférence de presse, de la décision qui a été prise à la Sénat. 2 listes seulement sont retenues. Les 5 autres, y compris les partis de l'opposition, l'USL et l'UDBN qui ont pu déposer, pourront faire recours devant la Cour constitutionnelle si ces partis jugent nécessaire pour poursuivre le cheminement qui mène à l'élection législative. La Sénat, qu'on le veuille ou pas, joue son rôle, respecte d'abord son calendrier et essaie de jouer son rôle en tant que celui d'arbitre. Et Emmanuel Tiando, le professeur Emmanuel Tiando l'a réitéré, rassurer le peuple béninois de ce que son institution jouera sa partition, fera les choses avec beaucoup d'impartialité et de neutralité. On l'espère bien, on le croit, ou bien on lui accorde cette présomption d'impartialité, cette présomption de neutralité. Voilà. Est-ce qu'à l'aune de ce résultat auquel est parvenue la Sénat, est-ce qu'on peut décerner un blanc-seing à la Sénat avec ce résultat de 2 partis à jour? Et surtout quand on sait que les raisons qui motivent le rejet des autres partis n'ont pas été... Oui, l'article 47 dit dans son alinéa que ce rejet est notifié aux intéressés. Aux intéressés, ça va se faire forcément sous pli fermé ou par acte d'huissier aux partis qui sont concernés. C'est... Bon, peut-être le cas de l'USL et de l'UDBN était un cas déjà connu de tout le monde. Tout le monde savait que ça allait être rejeté du fait qu'il y avait des pièces qui manquaient au dossier. Mais ils n'ont même pas pu dépouiller. C'est comme si vous ne remplissez pas les conditions de forme. Et quand vous ne remplissez pas les conditions de forme, ce n'est plus nécessaire d'aller au fond. C'est quand vous respectez la forme qu'on passe au fond. C'est ce qui a été le cas avec les 3 autres partis, le PRD. Moël Bénin, FCDB. Voilà. Eux, ils ont rempli les conditions parce qu'ils ont pu avoir leur certificat de mise en conformité. Le récépissé provisoire pour le récépissé provisoire. Mais c'est au moment du dépouillement ou pour vérifier la liste que le problème s'est posé. Il y a eu des situations. C'est vrai, les réseaux sociaux ont fait cas de beaucoup de choses, mais la loi n'a pas dit clairement dans la disposition qu'il faut dire peut-être à la conférence ce pourquoi les dossiers ont été rejetés. La loi dit informer les intéressés et les intéressés
c'est pas vous et moi, ce n'est pas peut-être ceux qui étaient à la conférence, c'est plutôt les partis concernés qui vont, eux, saisir la Cour constitutionnelle dans un délai de 48 heures. Donc, à partir de la notification, je ne sais pas si c'est ce soir même que la Sénat va leur notifier ou si c'est demain. Donc, si c'est ce soir, c'est que le délai court déjà à partir de ce soir. Si c'est demain, c'est que ça court à partir de demain. Donc, c'est la notification de la Sénat qui va déclencher les 48 heures et la Cour constitutionnelle a un délai de 5 jours maximal pour rendre une décision. Le Saturnin Diassou, Emmanuel Tsando a fini par parler. Il était attendu qu'il parle soit aujourd'hui, en tout cas plus demain qu'aujourd'hui, parce que le délai de 8 jours dont dispose la Sénat pour étudier les dossiers de candidature, les déclarations de candidature qui sont déposées à son niveau courait depuis le 26, 27, quand vous faites le décompte, vous vous retrouvez au 6 mars comme le dernier délai. Donc la Sénat était attendue dans ce délai-là et elle a fini par parler. Elle a fini par situer les uns et les autres sur le travail qu'elle a eu à faire, cette constitution. Et cette commission, pardon. Moi, je reste quand même un peu sur ma soif. Vous allez demander pourquoi. Nelly a lu l'article 47 du code électoral qui dit déjà en ses premiers mots, en son début, que le rejet d'une candidature, d'une liste de candidatures doit être motivé. Quand j'ai écouté le président de la Commission électorale nationale autonome tout à l'heure, il a motivé ce pourquoi les dossiers de candidature de l'USL et de l'UDBN, ces dossiers n'ont pas été pris en compte, parce que c'est déjà ça qu'il faut dire. On n'a même pas étudié ces dossiers. Le récépissé provisoire a été frappé de la mention dossier incomplet. Donc au moment opportun, ils ne se sont plus donné la peine d'étudier un dossier. À quoi bon étudier le dossier si le dossier n'est pas complet? Vous le rejetterez par la suite. L'avis de la Sénat est clair depuis le début. Même si là-dessus, on trouvera à redire. C'est le débat qui est fait depuis peu. La pièce que la Cour constitutionnelle a demandé qu'on ajoute n'existe pas dans l'article 46 du Code électoral. C'est un article, c'est une pièce supplémentaire, c'est une pièce que la Cour constitutionnelle a ajoutée. Le débat pourrait être fait si les partis concernés saisissaient cette Cour, même si on peut déjà... Mais la Cour difficilement va se dédier. C'est clair, c'est pourquoi il dit, même si on peut déjà se faire son idée de ce que la Cour va dire, c'est la Cour qui a ajouté la pièce et la Sénat a rejeté. Ce n'est pas la Cour maintenant qui va désavouer la Sénat qui a agi selon ce qu'elle a prescrit, cette Cour-là. Donc, disais-je, l'article 47 dit que le rejet d'une candidature, d'une liste de candidatures doit être motivé. Le président a motivé ce pourquoi les dossiers de l'USL et de l'UDBN n'ont pas été pris en compte, mais n'a pas motivé ce pourquoi les dossiers de MOEL, PRD, FCDB, qui encore? C'est les trois. On n'a pas motivé ce pourquoi ces trois dossiers ont été rejetés. Il n'est écrit nulle part dans l'article 47 qu'il faut garder secret, qu'il faut remettre sous pli fermé et que ce ne soit que les partis dont les dossiers ont été rejetés qui prendraient connaissance du contenu. La Sénat est là et travaille pour le peuple béninois. Nous allons vers les élections et transparence oblige. La Sénat doit motiver, j'utilise le terme du code électoral, doit motiver ce pourquoi le dossier du PRD a été rejeté, le dossier de l'UDBN de Moala a été rejeté, le dossier de FCDB a été rejeté. Si la Sénat ne dit pas ça et réserve ça aux intéressés, libre à eux de saisir la Cour constitutionnelle, il y a un flou à mon niveau qu'il faut forcément éclaircir. Parce que si la Cour se prononce... Est-ce que vous ne pensez pas que la Cour n'a pas, la Sénat autant pour moi n'a pas examiner le fond donc du dossier USL et UDBN, mais à examiner le fond des dossiers PRD, c'est clair, c'est clair. Donc il motive l'avis, la commission elle motive l'avis par rapport donc au dossier étudié en fond. Si elle a motivé pour les dossiers qui n'ont même pas été étudiés, je ne vois pas pourquoi elle n'a pas motivé ce pourquoi les dossiers qui ont été étudiés ont été rejetés. C'est ça que je dis. Vous êtes allé dans le fond, vous avez épluché chaque pièce. Vous avez épluché les listes de candidatures. Est-ce parce que, comme on a annoncé sur les réseaux sociaux, il y a eu des doublons, on a reçu des noms de personnes, on a vu des noms de personnes sur plusieurs listes à la fois. Est-ce pour ça que vous avez rejeté le dossier?
transparence oblige parce que quand la Cour constitutionnelle va se prononcer, on cherchera à savoir ce sur quoi elle s'est précisément prononcée. Oui, la Cour, elle va détailler. Mais nous avons besoin de savoir maintenant si c'est pour ça, si c'est pour les noms qui se sont retrouvés à plusieurs endroits, que la Sénat a rejeté le dossier du PRD, du MOEL, du FCDB, ou s'il y a encore autre chose. Ne pas le faire pour moi, c'est laisser un flou. Et nous voulons savoir, nous avons le droit de le savoir en tant que Béninois. Alphonse Moïse Soudé, à entendre Saturne Diassou, il y aurait donc un flou artistique autour de cette attitude adoptée par la Sénat en ne motivant pas publiquement le rejet des dossiers du PRD, Moël Bénin, FCDB, mais a quand même motivé le rejet de l'USL et puis de l'UDBN. Est-ce que pour vous, le flou est légitime, est compréhensible? Oui, d'abord, moi, je suis un peu embêté parce que le président de la Sénat a dit les textes sur lesquels la Sénat s'est basée pour dépouiller les dossiers. Nulle part je n'ai entendu parler de la décision de la Cour constitutionnelle. On m'a parlé du code électoral, on a parlé de la charte des partis politiques. Donc voilà les deux documents sur lesquels... Je crois que le président, en parlant du cas USL-UIDBN, a évoqué la décision EL, vous l'avez entendu quand il le dit, il a évoqué la décision, à la décision de la Cour. Mais quand je prends le code, l'article 46 est bien clair. L'article 46 est bien clair. On a énuméré les pièces qui doivent figurer dans vos dossiers. Mais nulle part, nous n'avons vu ce certificat de conformité. Donc, à mon niveau, il y a un problème. Et on a dit, c'est pourquoi on a rejeté, on n'a même pas étudié les deux dossiers-là. Mais les trois autres, qu'est-ce qu'on reproche au dossier du PRD? Je n'en sais rien. Qu'est-ce qu'on reproche au dossier de qu'on appelle Moël Bénin? Je n'en sais rien. Que reproche-t-on au parti FCDBN? Je n'en sais rien. Peut-être que la Sénat vous oblige, les journalistes, à investiguer. Non. On va investiguer où? La Sénat a fait un travail, je dirais, scientifique. Et la Sénat doit pouvoir donner les résultats de façon scientifique. Je rejette ton dossier parce que tout le monde n'aura pas l'opportunité d'aller vers la Sénat pour savoir ce pourquoi on a rejeté. Mais une fois que la Sénat a tenu un point de presse pour informer tout le pays du travail qui a été fait, on devrait, après nous dire pourquoi on a rejeté les deux dossiers. Donc là, ça pose un problème. Ça pose un problème. Nous avons l'opinion nationale et internationale a besoin de savoir ce pourquoi ces trois dossiers ont été rejetés. Moi, je n'en sais rien. Donc, vous allez demander à chaque Béninois de se rendre à la Sénat pour avoir l'information, alors que la Sénat a eu la possibilité de mettre l'information devant tout le monde. Donc, on a l'impression qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Il y a des non-dits. Parce que si vous justifiez pourquoi on a dit les autres dossiers incomplets, déjà le cachet a dit... dossier incomplet, donc il manque une pièce. Donc, ceux-là savent déjà ce qu'on leur reproche. Mais les trois autres, qu'est-ce qu'on leur reproche? On veut demander aux responsables de ces partis-là de se rapprocher de l'institution pour avoir l'information. Voulez-vous dire que la Sénat a méconnu les textes? Non, ce n'est pas méconnu les textes. Mais moi, j'aurais aimé qu'on applique les textes conformément à ce qui est écrit là. On a dit le rejet d'une candidature ou d'une liste de candidatures doit être motivé. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que vous donnez les raisons pour lesquelles... Mais notifiez également aux responsables du parti. Oui, cette portion-là vous échappe. Non, ça ne m'échappe pas. On va leur envoyer un courrier. Alors, mais pourquoi on a donné pour certains, on n'a pas donné pour donc d'autres? le débat qui se mène, je vous comprends, le débat qui se mène alors, c'est autour des procédés par lesquels on doit notifier la décision finalement. Mais oui, puisque la décision, au cours du point de presse, on a informé tout le monde. Donc tout le monde devait être informé là. Nous ne sommes pas dans les partis. On peut donner l'avis motivé par des écrits qu'on va transmettre aux partis. Les partis n'ont pas publié ça dans les organes de presse. Mais une fois que la Sénat a eu l'opportunité de délibérer, de dire les conditions dans lesquelles, les documents sur lesquels on s'est basé pour faire le travail, on devrait a priori motiver les avis pour qu'on lève tout équivoque. Parce que vous voyez, on se pose déjà la question, pourquoi ces trois-là, on n'a pas donné l'avis motivé. Mais pour les deux autres, on a dit. Donc, ceux qui ont été retenus, on n'a pas besoin de justifier. Mais les dossiers qui ont été rejetés, pourquoi les a-t-on rejetés? On ne peut pas me dire qu'on s'est assis, qu'on a étudié des dossiers de fond en comble, sans pouvoir noter au fur et à mesure qu'on évoluait dans l'étude les irrégularités. On aurait pu porter à la connaissance de tout le monde, des hommes de la presse qui sont là. En même temps,
et puis on va régler le problème. Pas pour de bon. Maintenant, on demande aux citoyens de se rapprocher de ces partis-là. Tous les citoyens ne sont pas des journalistes pour faire l'investigation. Mais ils ont eu l'opportunité aujourd'hui d'écouter de la bouche du président de la Sénat. Je pense que la Sénat avait intérêt à dire à la presse pourquoi on a rejeté. Ne pas le dire publiquement, ça donne un libre cours aux spéculations. Aux spéculations. Vous allez lire beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, on ne saura pas ce qui est vrai de ce qui est faux. Alors que quand on a eu l'occasion de lever tout doute et de maintenir, comme le président l'a dit, son institution dans la crédibilité, on dira simplement, on a rejeté tel dossier parce que, point barre. Ce n'est pas du secret. Nous ne sommes pas dans un couvent pour qu'on dise, bah oui, on a dit qu'il faut notifier aux intéressés. Mais le processus électoral qui est en cours ne concerne pas que les partis politiques et les institutions. C'est des citoyens qui iront aux urnes voter et ont besoin de savoir ce qui se passe. Donc on ne va pas dire parce qu'on se contenterait de notifier ça aux partis concernés, le public n'a pas le droit de savoir. La Sénat aurait pu. Et là, peut-être, je jette un pavé dans notre mare, un professionnel des médias qui était, peut-être qu'il y a eu cette question qui était posée, ou bien peut-être que c'est un point de presse et la Sénat n'a pas voulu recevoir de questions. Moi, non, je vous rassure, les informations que nous avons eues, puisque nous sommes en liaison avec les confrères dépayés sur les lieux à la Sénat, le président de la Sénat n'a pas voulu répondre à ce type de questions. Donc, après, l'information, il s'est levé. Voilà. Donc, c'est un point de presse. C'est un point de presse. Alors, je trouve, j'imagine que des journalistes ne peuvent pas tous se retrouver là, boire ce que Emmanuel Tiendo a dit là, ne même pas demander, mais pourquoi vous avez rejeté tel dossier? Ça, je m'y attendais. Et bon, si c'était un point de presse, soit pour nous, professionnels des médias, mais la Sénat aurait gagné en élucidant, en évitant qu'il y ait de spéculation autour de ces rejets-là, en disant nous avons rejeté les dossiers du PRD parce que. Ça éviterait par exemple aux gens de PRD de dire bon, ce que nous reproche c'est pas fondé, c'est juste parce que le président de la République veut nous éliminer et avoir ces deux blocs. Le public pourra apprécier les arguments de la Sénat sur lesquels il s'est fondé pour dire je rejette. Ne pas le faire, c'est laisser la porte ouverte aux spéculations. Néné Dodinou, apparemment, Satuné et puis Alphonse embouche une autre trompette, hein, par rapport donc à votre compréhension de cette portion du test. Le procédé par lequel on doit transmettre ou bien on doit notifier le rejet motivé au parti revient encore au débat. Oui. Non, la Sénat va motiver son rejet au parti. Sous pli fermé. Sous pli fermé. C'est vrai. C'est la loi qui l'a dit. Peut-être le péché de la Sénat, c'est de l'avoir fait pour les uns et ne pas le faire pour les autres. C'est peut-être le péché. Et aussi, quand on est dans une crise déjà, on fait l'effort d'apporter l'eau au moulin ou bien de mettre un peu d'eau dans le vin pour essayer de ne pas créer plus de suspicion, comment je dirais, on est déjà dans une crise, la Sénat peut-être aurait dû, mais moi je reste collé au test, ce qui est sûr, ceux qui auront la notification de la Sénat, soit ce soir, peut-être c'est déjà fait, ou ça se fera demain, auront les motivations de la Sénat. Est-ce que la voix de Emmanuel Tiendo ne tombe pas dans l'abîme des doutes comme l'ont expliqué Satuné et puis Moïse, et que finalement, surfant sur la crédibilité, vendre la crédibilité finalement avec ce comportement, on décrédibilise complètement la Sénat? Moi, je ne parlerai pas en ces termes-là. Tout à l'heure, j'ai dit il faut toujours une présomption. Il faut toujours croire en la présomption d'impartialité, la présomption de neutralité de la Sénat. Peut-être elle a péché en disant pour les autres, ou parce que tout le monde sait que, bon, concernant les dossiers des autres, la probabilité de rejet était grande. Et puisque la Sénat s'est déjà conformée ou accepté que ce certificat de conformité fasse partie des pièces à fournir. Vous vous rappelez, c'était au début du mois de février que la Sénat a fait un point de presse pour informer les partis politiques en dehors des pièces que l'article 46 a prévues. Il y a une nouvelle pièce qui a été créée par la Cour constitutionnelle, ce fameux certificat de mise en conformité.
Et les partis en son temps n'ont pas vraiment réagi. C'est tout comme si eux-mêmes ils acceptaient le topo. Donc la Sénat, elle ne fait qu'exécuter les décisions, les lois, tout ce qui vient. Elle n'est qu'un bras exécutant. Donc vous ne pouvez pas avoir une Sénat qui va accepter un dossier de candidature sans le certificat de mise en conformité. Donc pour vous, le malaise a commencé depuis le jour où on a inventé la pièce de certificat. Tout à fait. En violant, au mépris du code électoral, parce que au mépris du code électoral, le code électoral, nulle part n'a parlé de certificat de mise en conformité, on a parlé de récépissé. De récépissé, c'est-à-dire quand vous constituez votre parti, vous déposez les dossiers pour avoir l'existence légale. Et l'existence légale, c'est un récépissé provisoire ou définitif, ça dépend de quand vous l'avez, qui vous confère l'existence légale. Et voilà, nous nous retrouvons dans une situation avec un certificat de mise en conformité qui n'a pas pu, je sais pas, un certificat qui ne permet pas à tous les partis politiques de se mettre au pas. Tous les partis de se réclamant de la mouvance l'ont eu. C'est seulement ceux de l'opposition qui l'ont pas eu. Nous sommes dans une crise là qui ne dit pas son nom et je vous avoue, comment je dirais, tout est au rouge là, tout est au rouge. Et c'est pour la première fois au Bénin que nous organisons une élection avec beaucoup d'anxiété, et ce n'est plus comme avant. L'élection de 2014, on a vécu d'autres élections depuis le renouveau démocratique, mais celle-là qu'on est en train de vivre, elle fait partie de ces élections pour une première fois dans l'histoire du Bénin, du renouveau démocratique, que nous sommes en train de vivre une crise avant élection. J'espère qu'on va finir par trouver la sortie, parce que d'abord, on ne peut pas se retrouver avec deux blocs du chef de l'État, uniquement les derniers créés dans l'arène politique, aller seuls aux élections. C'est contre les règles ou les principes fondamentaux de la démocratie. La démocratie, c'est la voix de la majorité et celle aussi de la minorité. C'est une opposition, c'est une mouvance. Donc, on ne peut pas se retrouver avec un parlement monocolore alors que nous avons accepté un régime présidentiel qui fait de la séparation des pouvoirs. Et l'Assemblée nationale, c'est l'institution de contre-pouvoir. Vous imaginez, avec l'exécutif qui est déjà pour le chef de l'État, la justice qui est très souvent dans une situation de déséquilibre qui n'est pas très loin de l'exécutif dans la situation actuelle. Et nous avons déjà une partie à la fin du mandat qui est en train de finir, un BNP qui a voté presque, on dirait, l'Assemblée était confondue à l'exécutif. Quand ça vient de là-bas, c'est validé de l'autre côté, comme le dirait le président. On avait voté beaucoup de lois les yeux fermés. Eux-mêmes aujourd'hui, peut-être ils en sont victimes. Et si nous allons dans ce processus-là, avec 83 députés émanant ou bien soutenant les actions du chef de l'État, nous aurons un parlement monocolore. Alors là, ce n'est plus un parlement, ce serait l'exécutif autant ne pas organiser les élections et passer à une nomination tout simplement. Et même moi, je pense que nous sommes à un niveau donné où le chef va s'asseoir. En tout cas, ceux qui sont concernés vont s'asseoir. Et s'il faut un report pour permettre à tous ceux qui sont politiques ou toutes les parties prenantes de la chose de discuter, de se trouver un délai pour que les uns et les autres puissent participer à une élection. Parce que l'élection chez nous a toujours été une fête. Tu vends ton produit, je vends mon produit. Tu vends ton candidat, je vends mon candidat. Et chacun, on fait la bataille électorale. Tu gagnes, tu vas t'asseoir à l'Assemblée nationale et ça passe. Le lendemain, on se revoit, la vie continue. Mais là, salut. Alphonse Moïse Soudé. Alors, finalement, disons que les deux partis du chef de l'État iront aux élections en l'état actuel de la question, mais le président de la Sénat a envoyé devant les 7 sages les partis qui sont frappés d'irrégularité. Est-ce que vous pensez que la Cour pourrait repêcher des partis en difficulté aujourd'hui? Si nous allons voter, il y a deux schémas qui se dessinent à mon avis.
Le premier schéma, la Cour fera l'effort de repêcher un parti de l'opposition. Pour que nous ayons... Il y a un seul parti de l'opposition. Ok, le seul, pour que nous ayons trois partis. Du coup, l'article 242 qui pose problème ne sera plus appliqué. Ils iront à 3 et ils vont faire l'élection. Donc, on nous dira il y a deux partis de la mouvance, un parti de l'opposition. Donc, il y a élection. Puisque FCD, BN se réclament de l'opposition. Pourquoi vous ajoutez N à la fin? FCDB. DB, Voilà. oui. Si vous voulez, je peux vous donner plus de temps pour les Non, c'est... Vous allez répéter comme Ouais, vous êtes non, enseignant. je ne vais pas faire Pas l'exercice là. pédagogie, hein, pas pédagogie. Mais le deuxième schéma qui se dessine, c'est que on reprend le jeu, on permet à tout le monde d'aller aux élections. C'est la deuxième possibilité. On reprend le jeu comment? On annule tout? On repart à zéro? Mais oui, on apprend qu'il y a une rencontre demain du chef de l'État avec 10 formations politiques. On peut trouver le terrain parce qu'on va dire, ok, bon, on vous donne le temps de vous mettre à jour. Pour cela, on va décaler les élections législatives pour donner la possibilité à tous les partis politiques qui animent la vie politique de compétir. Est-ce que même le report, ça ne peut pas être extensible parce que les délais légaux, les délais constitutionnels sont également là? Vous savez, aujourd'hui, il y a une forte crise de confiance qui est installée. Ne nous leurrons pas. Il y a une forte crise de confiance qui est installée, que ce soit au niveau de la Sénat. C'est pourquoi on disait tout à l'heure que la Sénat aurait pu aller dans les détails pour donner son avis motivé par rapport au dossier qui a été recalé. Deuxième chose, on reproche au chef de l'État de vouloir coûte que coûte avoir ces 65 députés. C'est-à-dire de faire feu de tout bois pour avoir ces 65 députés. Donc à ce niveau-là, il y a crise de confiance. Et aujourd'hui, le chef de l'État doit pouvoir dissiper cette image-là qu'on lui colle. Même si au niveau de la Cour, on arrive à repêcher le parti d'opposition, ça ne règle pas les problèmes. La crise de confiance va toujours demeurer. On m'a dit qu'on a choisi des lois pour écarter tranquillement des adversaires politiques. Et vous avez vu comment ça s'est passé à l'Assemblée nationale. Si nous avons l'Assemblée nationale monocolore, comme l'a dit tout à l'heure Nelly, ça passera. Tranquillement, on va peut-être voter par semaine 2 lois, 3 lois, parce qu'il n'y aura pas de force. Mais on travaille pour la nation. Non, il n'y aura même pas de débat à mener sur les articles. Parce que ça sera comment on appelle ça, des propositions de loi désormais. On transmet à nos députés et puis ça vient, ça passe. Dans une semaine, 2 ou 3 lois. Et des projets de loi vont passer régulièrement. Et puis la Constitution sera révisée à l'Assemblée nationale, puisqu'on craint toujours la voie référendaire. On n'est pas sûr d'avoir gain de cause en empruntant la voie référendaire. Donc aujourd'hui, le chef de l'État a la possibilité de réhabiliter sa crédibilité qui a pris un coup. Mais vous avez suivi certainement au week-end les soutiens du régime qui ont dit on ne peut pas demander au chef de l'État de tordre le cou à la loi. Bon, écoutez, moi je suis à la place la Cour a parlé, les lois sont votées. Non, Joël, si je suis, tout à l'heure je disais à des amis, si je suis à la place des deux partis de la mouvance qui ont été retenus, j'aurais eu honte. Je ne serais pas fier de bomber le torse. Vous allez à une compétition. Je vous en prie, je ne serais pas fier de bomber le torse pour dire je suis député. On vous dira que vous ne regardez pas beaucoup de personnes ont déjà dit faites-nous de l'économie, nommez vos députés, au lieu de mettre des milliards à organiser les élections de la campagne. Épargnez-nous de cela, gardez l'argent, on en a besoin pour construire des écoles, pour construire des centres de santé. Entre vous, entendez-vous désigner les 83 députés. C'est aussi simple que ça. Donc aujourd'hui, le chef de l'État joue sa crédibilité. Et il faudrait qu'il prouve à ses compatriotes qu'en réalité, c'est un faux procès de détention que vous me faites. Je suis un bon démocrate. J'ai été élu grâce à la vivacité, à la vigueur de la démocratie béninoise. Et je ne ferai rien pour entraver cette démocratie-là. Demain, c'est encore un autre jour. Donc le chef de l'État doit prouver à ses compatriotes qu'il a le souci de bien gérer le pays. Il a le souci de ne pas mettre en mal
la démocratie. C'est aussi simple que ça. Si ils n'empruntent pas cette voie-là, alors on fera des miracles pour trouver un troisième parti pour compétir. Je vais finir avec vous sur la question comme ça. Mais le miracle dont vous parlez, est-ce que aujourd'hui vous semblez trouver le salut venir de la Cour constitutionnelle? Mais cette Cour-là, c'est elle qui a... Mais oui, c'est pourquoi... Est-ce qu'elle peut se dédier et repêcher le parti de l'opposition, l'USL par exemple, qui souffre pour obtenir le certificat de conformité? Et là aussi, ils vont utiliser dans leur génie. Parce que moi, je dis une chose, je ne suis pas juriste, je ne sais pas si une décision de la Cour constitutionnelle est au-dessus du code électoral, est au-dessus de la charte des partis. C'est un débat de droit. Parce que quand quelqu'un prend le code, il lit l'article 46, toutes les pièces à fournir sont là. Je ne vois nulle part écrit certificat de conformité. Non. La Cour elle-même avait déjà validé la loi. D'accord. En amont. Ok, la Cour elle-même avait déjà validé. La Cour aurait pu dire, attention, il y a une pièce qui manque. Mais ce n'est pas après qu'on va introduire ça. Donc ceux qui ont déposé leur dossier ont tenu compte du code, du document qu'ils ont à leur disposition. Donc la Cour va devoir statuer sur cela et dire, est-ce que sa décision est supérieure au code? On le dira. D'accord. Alors, Saturnin Yassou, est-ce que le schéma de Alphonse Moïse Soudé ne va pas fragiliser encore plus cette Cour déjà sujette à des critiques dans la masse? Est-ce que si la Cour fait un volte-face, par exemple, se dédie, après demain il dit autre chose, il revient encore, est-ce que ça ne peut pas fragiliser cette institution aujourd'hui? Le problème ne serait pas entièrement résolu. Même si elle disait, bon, j'ai parlé de certificat de mise en conformité, on a rejeté des dossiers pour manque de certificat de mise en conformité. Aujourd'hui, je demande qu'on ferme les yeux là-dessus. La Cour n'aurait pas résolu ce problème parce qu'il y a des partis qui n'ont pas déposé leur dossier parce qu'ils n'ont pas reçu ce certificat de mise en conformité. Donc, si tant est qu'on ira... On aura seulement un parti de l'opposition, c'est suffisant, non? Pourquoi chercher à racheter là? Pourquoi avoir empêché les autres d'aller déposer les dossiers à cause de ces certificats et découvrir cette magnanimité du coup et dire, bon, maintenant je ferme les yeux là-dessus? Saturnin dessous, on ne les a pas empêchés. La preuve, les deux partis qui ont déposé, ils ont osé. En dépit de cette pièce-là, ils ont osé. Je suis d'accord avec moi. Le résultat reste le même. Ils ont osé, ça a été rejeté. Ils ont osé, malgré ils ont encore une possibilité de recours actuellement. Ils ont possibilité de recours devant la Cour qui a rejeté. Mais les autres n'ont pas cette possibilité de recours. Je refuse pas. Le débat pourra se faire en son temps. Mais je pense, à mon avis, qu'elle n'aura pas résolu entièrement le problème. Ce faisant, ce serait un miracle que Djogbenou se dédie. Non, quand je dis Djogbenou, c'est que parfois, oui, dans l'imaginaire, ça a commencé par se saler. On a tellement dit Djogbenou que la Cour constitutionnelle, on a l'impression qu'elle se réduit à la personne de son président Joseph Djogbenou. La Cour constitutionnelle elle-même se dédie. C'est vrai qu'elle a déclaré la loi instituant la criette conforme à la Constitution et plus tard elle a découvert des alinéas d'articles qui sont contraires à la Constitution. Attendons voir ce qu'elle dira et nous allons opiner en son temps. Mais pour moi, sur ce, le problème restera entier. Parce que les autres partis de l'opposition qui ont été écartés ne resteront pas silencieux. Ils ne vont pas se taire pour dire, ok, bon, on accepte tout, allez-y, on y va. On a dit à un parti de l'opposition, contentons-nous de ça et partons. Non, ils ne le feront pas. Mais ils ont quelle possibilité de recours? Ces partis qui ont décidé de rester dormir chez eux à la maison le 26 février 2000. D'où mon deuxième schéma. Voilà. C'est vous qui... De quel recours vous parlez? Oui, mais je vous informe. Moi, je ne fais que vous rendre... Je vous facilite la vie. Non, moi je vous dis, c'est déjà heureux. Le code que vous avez devant vous prévoit le mécanisme de saisine de la Cour. Oui, mais malheureusement, la Cour constitutionnelle, si on cela, elle a péché. Parce qu'elle est l'arbitre qui a dit la Cour constitutionnelle, on devrait la mettre devant ses responsabilités. Et je dis, cette crise avant élection, c'est elle qui l'a causée. C'est elle qui l'a créée. Tu ne peux pas être juge, l'arbitre, et tes décisions sont sans recours. C'est-à-dire, vous et moi, on est tous là, et on dit, dès qu'on aura un problème, on va s'en remettre à M. Kassa, le directeur de la radio. Mais c'est le directeur qui derrière vient rajouter des choses. Mais
il joue sa crédibilité. Vous pensez que cette Cour, elle est crédible devant les partis de l'opposition? Non, parce que le rôle de la Cour constitutionnelle n'est pas de créer des lois. Son rôle, c'est d'opérer la conformité des lois. Si les lois qui sont votées à l'Assemblée nationale, si les décrets, les arrêtés sont ministériels ou même les notes de service respectent l'esprit de la Constitution. Et l'esprit de notre Constitution est basé sur les règles démocratiques. C'est elle-même qui a créé la crise dans laquelle nous sommes actuellement. Ce n'est pas de son ressort. Même si elle a été saisie d'un recours, ce n'est pas à elle de créer de nouvelles pièces. Que dit la loi? La loi parlait de récépissé. Quand vous créez votre parti, vous allez faire la déclaration avec les pièces y afférentes. On vous donne un récépissé provisoire, puis après, on vous donne un récépissé définitif. C'est ce que la loi a dit. Mais c'est la Cour qui est restée pour créer une pièce, en sachant très bien que c'est une pièce qui va les lier à la décision, au bon vouloir du ministère de l'Intérieur. Et nous en sommes là. Comment ça se fait que les tout derniers partis créés, des partis qui existaient peut-être depuis 10 ans, 12 ans, 13 ans, n'ont pas pu? Et c'est les tout derniers qu'on a créés qui ont reçu tout. Vous avez suivi le vice-président de l'Assemblée nationale. En une journée, on remplit toutes les conditions jusqu'au journal officiel pour l'avoir. Mais les autres, c'est pas possible. Elle doit être mise devant ses responsabilités. Et vous, dites-moi, vous, parti de l'opposition, quel recours vous allez à faire pour quel résultat? Quand la personne, l'arbitre n'inspire plus confiance. Mais il faut quand même l'éprouver, non, Nelly? Non. Vous l'éprouvez. Ne reste que pour des archives pour nourrir quand même. Mais là, on est en train de parler d'une élection. Parce que le problème, tel qu'on est en train de mener dans le commun des Béninois, c'est comme une affaire entre l'opposition et la mouvance. Qui dit opposition parle des militants d'un parti. Et quand on dit militant, c'est une partie de la population béninoise qui est en train d'être mise de côté. Et quand l'exclusion crée toujours la frustration. Et la frustration amène toujours à des crises. Et moi je dis, ce n'était pas du rôle. Et il faut savoir comment régler la situation. Parce qu'on a encore quelques jours. Et la loi elle-même donnait 6 mois. Et les 6 mois couraient jusqu'au 17 mars. Pour les partis existants déjà. Asseyons-nous, discutons. Même si le processus est lancé, nous ne pouvons plus parler de calendrier, d'agenda. S'il faut reporter les élections, s'asseoir, trouver un consensus. Parce que ce qui se passe, la tension à un niveau donné, c'est être hypocrite. Ou c'est être tant que je mange. Et on ferme les yeux, soit disant, on peut aller de l'avant. Quand on vous dit arrêtez-vous. Arrêtez-vous, parce que là où vous foncez, c'est pas cool. Arrêtez-vous, ayons l'humilité de nous asseoir et d'en discuter et dire, bon, vu la situation, tout le monde peut compétir. Si vous êtes rassuré de vous-même, vous avez un bilan à défendre, allez sur les terrains, compétissez. Compétissez. Je ne sais pas pourquoi, parce que le préambule de notre constitution dit, c'est-à-dire les règles sur lesquelles l'État béninois est basé, c'est-à-dire c'est la règle démocratique. Nous avons accepté. Et on ne peut pas aller à une élection en excluant une partie de la population, soit disant qu'on vient, soit on passe aux nominations, comme on l'a fait à l'université, au niveau des universités publiques, et on passe à autre chose. C'est un autre débat. Je reprends la parole, puisque... Oui, voilà. Nommer les députés au Bénin. Mais lui me l'avait arraché la Vous voulez également proposer qu'on nomme les députés. Non. Vous voulez proposer qu'on nomme les députés. Je suis galant, c'est pourquoi quand la femme m'a arraché la parole, alors que le 8 mars n'est pas loin de nous. Je me suis dit pour qu'elle arrache une dizaine de minutes. Donc, c'est pour aller dans ce sens, je ne dirais même pas que c'est une, crédibilité en partie. Mais les partis, surtout si je prends l'USL, l'UDBN, qui vont devant la Cour constitutionnelle, contester la Cour constitutionnelle, contester la décision de la Cour constitutionnelle avant d'aller devant la Cour. C'est comme si vous contestez ma décision, vous me contestez moi-même, et vous venez devant moi. On dira en langue, et n'oubliez pas que l'USL et la CB sont déjà passés par la Cour suprême. Donc, il y a tout ça qui est là, qui nous attend. Heureusement, le président de la République, demain à 10h, rencontre, je dirais, l'ensemble de la classe politique. En tout cas,
les 10 dont le ministère de l'Intérieur a parlé la dernière fois avant de notifier la décision de non-conformité à 3. Espérons qu'à cette assise, on trouvera la formule pour sortir de là. C'est quoi cette élection où on doit faire des tours des institutions, on touche à la main, aller ici à gauche avant d'aller organiser? Puisque c'est là, nous sommes dans le cas. On dit quand on dit tombe aussi à vivre. C'est ça, non, je parle plus ce soir. Le professeur Joël Aïbo, il s'étonnait, il disait, mais c'est quoi cette élection où l'homme touche à la main en plein midi, on circule avec les sacs en main d'institution en institution et on circule partout, on fait des réunions des nuits pour organiser une élection législative au Bénin. Non, si ça l'appelle, il faut le faire. C'est ça. Alors qu'on en est à la 8e là. Voilà, la 7e nous aurait créé tous les problèmes. Et pourtant. La 7e nous aurait créé tous les problèmes. Aujourd'hui, je dis souvent, quand on parle du président de la Cour, l'exécutif vous dira, ce n'est pas nous qui avons proposé le professeur Tchobeno. Ce n'est pas nous, c'est la 7e. Non, oubliez ce débat, s'il vous plaît. Non, vous savez, aujourd'hui, les responsabilités... Depuis qu'il y a eu un conseiller à la Cour qui a démissionné, Simplice Zato, tout le monde disait déjà que Tchobeno va à la Cour. On se disait déjà sur ce plateau et partout ailleurs que Tchobeno va présider la Cour constitutionnelle. C'était inutile de faire désigner Joseph Tchobeno par l'Assemblée nationale pour faire croire au peuple béninois que ce n'est pas l'exécutif qui a mis ce pion là-bas pour se faire un truc là. Non, vous n'allez même pas faire. Mais aujourd'hui, le débat n'est pas sur la seule personne. Ce qui va se passer, Joël, aujourd'hui, Nelly l'a bien expliqué, on ne peut pas exclure une partie des Béninois. C'est pourquoi je dis, l'autre schéma qui s'offre au chef de l'État pour jouer sa crédibilité, c'est de reporter les élections, de donner la possibilité à toutes les formations politiques. Vous faites bien de le dire que ce n'est pas que seulement de reporter les élections. Parce qu'observez, depuis le 26 ou le 20 où le ministère de l'Intérieur a notifié la non-conformité aux partis concernés, est-ce que depuis le ministère Bougie a encore su quelque chose? Je crois que s'il devrait y avoir un préalable avant qu'on le soit sur d'une date en disant que cette date qu'on s'est fixée là, tout ira bien, c'est déjà de s'assurer que le ministère de l'Intérieur délivre ce fameux certificat ou le récépissé provisoire à ces partis, si vous les appelez ainsi, pour que ces partis... Il y a également non seulement tout ça, voilà, et qu'au niveau du service des impôts, qu'on puisse travailler dans la célérité pour permettre aux gens d'obtenir. Parce que le chef de l'État a rassuré, quand vous suivez la rencontre avec les opposants, il dit qu'il a déployé toute l'administration. Mais bon, le 26... Si je dois être candidat... C'est à minuit moins 2, on a besoin des gens pour venir chercher leur quitus. Et c'est à 23h. Ils vont quitter les impôts pour rejoindre la aujourd'hui, ils vont emprunter la voie. Le chef de l'État a la possibilité de reporter les élections, mais de mettre en place toutes les conditions pour permettre aux uns et aux autres de disposer de toutes ces pièces-là. Parce qu'il ne sert à rien de reporter les élections si on ne met pas en œuvre tous les moyens pour permettre à ce qui avait été exclu. Finalement, est-ce que même si demain le chef de l'État faisait tout pour que les partis puissent obtenir leurs pièces quitus fiscales, certificat ou récépissé ou pas, est-ce que nous sommes sortis d'affaires? Puisque la crise, elle l'a dit, est déjà là. Est-ce que si on va aux élections dans ces conditions et qu'on observe un score écrasant d'un camp sur l'autre, qu'adviendrait-il? Rassurez-vous, je vais vous dire, je ne suis pas devin, mais nous aurons une élection contestée. Parce que l'arbitre n'a plus sa crédibilité aux yeux d'une partie du peuple. Quand je dis aux yeux d'une partie de l'opposition, écoutez-moi, laissez-moi aller au bout. Vous savez, quand c'est vous qui initiez la crise, pas vos faits, pas vos actes, pas vos décisions, une crise naît. Même si ce n'est pas de façon directe, et qu'on vous lie à la crise, il vous sera difficile de venir jouer, de jouer pleinement votre rôle. Peu importe ce que vous allez rendre comme résultat, des deux côtés ou pas, il y aura toujours contestation. Et deuxième chose, l'article 242, on n'est pas au bout de nos peines. C'est vrai, Nouroudine Saka Saleh a saisi la Cour constitutionnelle pour demander l'explication, l'interprétation qu'elle en fait.
La Cour, dans sa décision, dit oui, je suis compétent pour interpréter. Mais la Cour ne nous a pas encore donné l'interprétation avant élection. Parce que Nouroudi n'a pas demandé à la Cour d'interpréter. Donc, de déclarer cet article, Voilà. De rassurer que ce n'est pas elle qui attribuera les sièges et tout ça. Donc, tout ça. Pas Donc, pour la Cour dit je suis capable d'interpréter. Mais la Cour nous aurait mis à l'aise, vous et moi, ou les partis, en donnant son interprétation. Les sages attendent simplement le jour J pour... Là, oui, je suis d'accord qu'un problème peut se poser là. Si la Sénat fait du mythe autour du 242 et se dit, bon, a refusé aux partis de l'opposition qu'on fait le déplacement, que non, je ne vous donne pas le cadre, n'est pas formel pour qu'on le fasse, et jusqu'ici garde. Je l'ai expliqué sur le plateau la dernière fois, on se retrouvera en dernier ressort devant une cour qui n'attribuerait pas les sièges. Non, qui ne sera pas que juge du contentieux, mais qui va attribuer les sièges. Parce qu'il suffit qu'un parti... Donc c'est la Cour qui nomme des députés indirectement. Non, c'est pas nommé, mais... Il suffit qu'un parti, surtout de la mouvance, se retrouve dans la situation de je suis 4e ou 5e ou 6e, alors qu'il y a 4 partis qui ont déjà été repêchés, pour qu'on dise que bon, nulle part dans le code, il n'est dit que pour repêcher, c'est un seul parti qu'il faut repêcher pour faire 4 et que la Cour apprécie. Et la Cour va dire, bon, oui, effectivement, nulle part dans le code, il a écrit ça et chercher à ouvrir. Ce que moi, je vais ajouter en disant tout à l'heure, quand on lui parlait de quelque chose qui sortira des unes, il y aura contestation, c'est quoi? Si, dans ces conditions, l'opposition n'ira pas à ces élections en disant, bon, les observateurs, ceux que nous déployons dans les bureaux de vote, on ne va pas le faire, aller dormir chez vous. L'opposition surveille ce qui s'est passé. C'est ce qui est sorti de chaque bureau de vote jusqu'au dernier quartier de Visserité chez moi là-bas, là. Et que quand la Cour se prononcera pour dire, bon voilà, et on remarquera que le résultat de la Cour, d'ailleurs de la Sénat, ne reflète pas ce qui est sorti des urnes, et qu'un PV sorti là-bas n'est pas celui qui s'est retrouvé à la Sénat, c'est là la contestation va commencer. Mais si la Sénat dit ce qui est sorti des urnes, et que la Cour aussi dit ce qui est sorti des urnes, sans oublier qu'on peut annuler des voix. Et mieux, les PV ne sont plus signés par les partis présents. Alors que l'ancien code prévoyait faire obligation à ce que chaque parti représenté puisse signer les PV. Mais là, maintenant, c'est juste les coordonnateurs. Voilà. Oui, moi je dis, pour la rencontre de demain, le chef de l'État joue sa crédibilité, le chef de l'État joue l'avenir de la démocratie béninoise, et je demanderai aux formations politiques invitées de ne pas faire la politique de la chaise vide. Ça ne rapporte jamais. C'est important. Boycotter la séance, voilà. En tout cas, ce soir, vous aurez donc... nous allons mettre donc un thème au débat. Vous l'aurez donc compris, on a passé le temps à scruter un peu l'actualité liée au processus électoral en cours au Bénin. Un processus qui fait bouger des partis politiques de la Sénat à la Cour, de la Cour au Palais. Et puis, la promenade se poursuit. On espère juste que cette émission aura contribué véritablement à pouvoir adoucir les cœurs pour qu'on puisse avoir des élections libres, transparentes et puis apaisées. L'intégrale de ce soir s'en est définitivement fini. Quant à moi, on se retrouve encore demain à partir de 18h.